En 1947, un navire a été retrouvé à la dérive au milieu de l'océan Indien. Tous les membres d'équipage à bord ont été retrouvés morts, mais le navire n'était pas endommagé et leurs corps ne présentaient aucun signe de blessure. Comment sont-ils morts? Rejoignez-nous cette semaine pour plonger dans les profondeurs du mystère entourant le SS Oran-Medan. Le détroit de Malacca, situé entre la Malaisie et l'île de Sumatra, est l'une des voies maritimes les plus fréquentées et les plus importantes au monde, reliant les principales économies mondiales telles que la Chine, l'Inde et le Japon. Environ 260 navires traversent le détroit chaque jour, transportant environ un quart des marchandises échangées dans le monde. Son importance en tant que principale autoroute logistique des mers n'a d'égal que sa notoriété, non seulement parce qu'il a été pendant des siècles à la merci des pirates, mais aussi parce qu'il s'agit de l'une des voies de navigation les plus encombrées au monde. Il ne fait que 2,4 km de large au niveau du détroit de Malacca, ce qui le rend impraticable pour certains des plus grands navires. C'est peut-être à leur avantage car il y a, bien sûr, une autre raison à la réputation peu enviable du détroit. Au cours du siècle dernier, plus de 30 navires se sont engagés dans les profondeurs, soit environ un tous les 3 à 4 ans. L'un de ces navires, le SS Oran-Medan, connaîtra une fin si étrange et violente qu'elle perturbera les marins pendant des décennies et finira par entrer dans la légende. En juin 1947, selon la légende, des navires naviguant dans le détroit de Malacca ont reçu un SOS étrange provenant d'une source alors inconnue. Transmis en code Morse, le message se composait de 2 parties, qui n'identifiaient ni le navire ni son emplacement, mais donnaient un aperçu effrayant de sa situation. Il disait « Tous les officiers, y compris le capitaine, sont morts. Ils gisent dans la salle des cartes et sur le pont. Il est possible que tout l'équipage soit mort. » Quelques minutes plus tard, une conclusion plutôt angoissante a suivi, qui disait simplement « Je meurs ». Rien d'autre n'a été transmis après cela, et les autorités se sont retrouvées dans une course contre la montre pour tenter de localiser le navire en question. Tous les navires dans la zone ont été alertés et priés de rester à l'affût de toute anomalie, bien que rien n'ait été trouvé au cours des premières étapes de la recherche. Finalement, avec l'aide de postes d'écoute britanniques et néerlandais, ils ont pu trianguler la source du signal et l'emplacement s'est avéré être loin en mer au milieu de l'océan Indien, assez loin des voies de navigation bien établies. Un navire marchand américain, le Silver Star, se trouvait être le plus proche de la source du signal à ce moment-là et les coordonnées lui ont été envoyées. La capitaine du Silver Star, connaissant le contenu du SOS, n'a pas perdu de temps pour établir un nouveau cap. En quelques heures, a aperçu un navire à l'horizon, qui s'est avéré être le SS Oran-Medan. Il ne semblait pas être à la vapeur ni sous aucun contrôle. Selon toute vraisemblance, il dérivait sans but à travers l'océan. À l'approche du navire, plusieurs tentatives ont été faites pour contacter son équipage, mais toutes ont échoué. Aucun signe de vie n'était visible et il devenait de plus en plus évident que quelque chose était arrivé au navire et à tous ceux qui se trouvaient à bord. Un silence assourdissant s'abattit sur la scène lorsque le navire de sauvetage s'approcha de son côté tribord. Les 2 navires furent amarrés et une équipe de sauvetage fut rapidement constituée. L'équipage du Silver Star commença à se préparer dans une atmosphère de plus en plus inquiétante. Leurs pires craintes se confirmèrent dès qu'ils montèrent à bord et virent que les ponts étaient jonchés des cadavres de l'équipage hollandais. Chacun d'entre eux a été retrouvé les yeux écarquillés, la bouche ouverte, le visage déformé par l'horreur et les membres figés dans des positions qui suggéraient qu'ils avaient essayé de se défendre contre quelque chose. Même le chien du navire a été retrouvé mort à côté d'eux, les dents apparentes et les lèvres retroussées dans un grognement vicieux. En fouillant le reste du navire, ils trouvèrent le corps du capitaine sur le pont et le reste des officiers dans la timonerie et la salle des cartes. L'équipe d'ingénieurs fut retrouvée à son poste et l'opérateur radio, l'homme qui avait envoyé le signal de détresse, fut retrouvé à son poste, son corps étendu sur l'équipement de communication. Tous avaient des expressions de peur sur leur visage, avec les bras et les jambes contorsionnés de la même manière. Il était évident que tous les membres d'équipage étaient morts dans une certaine souffrance. Cependant, la cause de leur mort ne pouvait être déterminée. Le navire était intact. Bien qu'il semblait que l'équipage ait été terrifié au moment de leur décès, ils n'avaient subi aucune blessure notable. Leur corps aurait autrement été en parfaite santé, si ce n'était d'un autre facteur étrange qui devenait de plus en plus évident pour l'équipe de secours à chaque minute qui passait. Les cadavres commençaient déjà à se décomposer beaucoup plus rapidement que ce à quoi on aurait pu s'attendre naturellement. Ce n'était pas la seule chose étrange qui se produisait à bord du navire sinistré.
L'équipage du Silver Star a également remarqué que, bien que ce fût une claire journée d'été avec des températures supérieures à 37 degrés Celsius, 100 degrés Fahrenheit, il y avait un froid notable dans l'air. Les mesures prises à bord de l'Hougang Medan ont indiqué des températures aussi basses que 4 degrés Celsius, 40 degrés Fahrenheit, à certains endroits. Malgré ces faits, le capitaine du Silver Star a pris la décision de remorquer le navire jusqu'au port pour le sauver. Cependant, peu après que les navires aient été attachés ensemble de la proue à la poupe, de la fumée a commencé à s'échapper des cales, en particulier de la cale numéro 4. Le navire de sauvetage a réussi à couper les câbles de remorquage juste à temps, et quelques secondes après, l'Ourang Medan explosa avec une telle force que sa coque fut complètement soulevée hors de l'eau. Elle se brisa rapidement et sombra dans les profondeurs sombres de l'océan Indien pour ne jamais être revue. Heureusement, personne à bord du Silver Star n'a été blessé dans l'explosion et heureusement, personne ne se trouvait sur le navire condamné lorsqu'il a explosé non plus, car aucun membre de l'équipage n'avait voulu rester à bord et l'accompagner jusqu'au port pour des raisons évidentes. Il est également heureux que l'explosion ne se soit pas produite alors que les deux navires étaient côte à côte, et c'est grâce à la vigilance de l'équipage que nous avons un aperçu de l'incident. C'est dans cet esprit que l'histoire a été officiellement rapportée pour la première fois en mai 1952 par les gardes-côtes américains. Et depuis lors, les gens se sont demandé ce qui était exactement arrivé à l'équipage du navire maudit. Comme toujours, les spéculations les plus folles ont fusé. Inévitablement, des comparaisons ont été faites avec l'expérience de Philadelphie, certains théoriciens allant jusqu'à suggérer que l'Hougang Medan avait fait partie d'une expérience gouvernementale clandestine qui avait mal tourné. D'autres ont dit que le navire avait été attaqué par des forces surnaturelles ou paranormales, car comment expliquer rationnellement les étranges morts de tous ceux qui se trouvaient à bord? Et bien sûr, il y a les sceptiques qui se demandent si le navire a jamais existé. Un fait intéressant est apparu lorsque les enquêteurs ont étudié l'histoire et découvert que le nom Ourang Medan n'apparaissait dans aucun registre maritime et qu'il n'avait été enregistré dans aucun port connu. Mais il pourrait y avoir une explication logique à cela. Un auteur allemand du nom d'Otto Mell a publié ses recherches sur l'affaire en 1954, qui ont apparemment été authentifiées par des membres de l'équipage du Silver Star qui étaient présents au moment de l'incident. L'ouvrage de Mell citait un certain nombre de détails inédits, notamment la dernière position connue du navire ainsi que sa route prévue. Plus important encore, il a fait mention de la cargaison du navire, un point qui semblait suggérer que l'Ourang Medan transportait des substances mortelles non sécurisées telles que du cyanure de potassium et de la nitroglycérine. Si cela était vrai, cela aurait été considéré par les autorités comme le comble de la négligence, et un navire transportant une telle cargaison n'aurait jamais été autorisé à quitter le port. C'est pour cette raison que certains pensent que le Ourang Medan était impliqué dans une opération de contrebande et qu'il s'agissait en fait d'un tout autre navire rebaptisé à la hâte en mer afin de dissimuler son identité, et donc non enregistré nulle part. Cela pourrait également expliquer pourquoi il s'était tellement éloigné des routes maritimes établies, pour éviter d'être détecté. Selon cette théorie, de l'eau de mer aurait pénétré dans la cale et aurait réagi avec le cyanure de potassium, qui aurait à son tour libéré des gaz toxiques qui auraient ensuite empoisonné l'équipage. Au fil de la journée, l'eau salée aurait atteint la nitroglycérine, provoquant un incendie et finalement une violente explosion. Mais si tel était le cas, pourquoi aucun des membres de l'équipe de secours n'avait-il succombé aux effets mortels du cyanure, qui devait être très concentré à leur arrivée? Un autre problème avec cette théorie est que si le cyanure tue rapidement, il ne provoque pas de mort douloureuse. Pourquoi alors les corps de l'équipage étaient-ils tordus par la terreur et la douleur? D'autres chercheurs ont suggéré que le navire ne transportait pas du tout de cyanure de potassium, mais une autre substance connue sous le nom de tabac. Le tabac est un agent neurotoxique extrêmement toxique qui avait été produit en masse par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et avait été partagé en grande quantité avec leurs alliés japonais. Pendant les années d'après-guerre, après la défaite des forces de l'Axe, les alliés occidentaux s'employèrent à persuader les scientifiques allemands de faire défection et à se procurer toutes sortes de ressources de guerre ennemie, dont le tabac aurait fait partie. Les États-Unis étaient alors fortement impliqués dans la recherche sur les armes chimiques et des éléments de l'armée américaine auraient pu réquisitionner de grandes quantités de fournitures japonaises. Il est possible que, pour éviter les inévitables traces écrites, ils aient chargé un cargo quelconque de transporter les marchandises et employé un équipage étranger pour se distancier davantage de l'opération. Il convient également de mentionner que le tabac a un très faible niveau de persistance, ce qui signifie qu'il se serait complètement dispersé au moment où l'équipage de sauvetage est arrivé. Il bloque également le neurotransmetteur responsable de la relaxation des muscles, d'où l'apparence contorsionnée des corps.
l'histoire de l'Ouran-Médan ne peut être ni prouvée ni réfutée. Il est tout à fait possible qu'il ne s'agisse que d'une autre légende de la mer, mais la mention officielle par les gardes-côtes américains semble contredire cette hypothèse. De plus, certains chercheurs ont consacré plus de 50 ans de leur vie à l'étude de cette affaire. Il doit donc y avoir quelque chose de plus que de simples inventions. Il n'est pas impossible que quelque chose de plus clandestin se soit produit, officiellement ou non, ce qui expliquerait également l'absence de preuves enregistrées. Comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires, le résultat final est le suivant. L'histoire a plus d'un demi-siècle et l'enthousiasme pour la poursuivre s'est depuis longtemps tari. Si Ouran-Médan a effectivement existé, personne ne l'a cherché, à moins que quelqu'un ne découvre, par hasard ou autrement, son dernier lieu de repos. Nous ne saurons jamais la vérité sur cette affaire. Une fois de plus, nous sommes laissés à nous interroger.